On parle des risques dans ce documentaire. Est-ce que vous avez déjà pris des risques dans votre vie, vous? Oui, j'ai pris des risques dans des choix professionnels, dans des choix d'orientation, des risques au sens où c'était pas ce qui était conseillé par ou l'entourage ou par le consensus social de l'univers dans lequel j'étais à ce moment-là. Alors, on en prend plein, et d'autant plus quand on est une jeune femme dans une grande ville. Je pense qu'on prend des risques, effectivement, que nos parents ont essayé de nous transmettre et qu'à l'époque, on ne comprenait pas. Écoutez, je me suis marié à 22 ans. Je pense que c'est un sérieux risque. J'aime bien le risque, je trouve que ça met du piment dans la vie, ça permet de vivre assez intensément. La vie est faite de risques. Vous traversez la rue, vous prenez un risque. Oui, ça m'est arrivé de prendre des risques. J'ai travaillé dans l'humanitaire, donc oui, j'ai été exposée, mais beaucoup moins que les populations locales, évidemment. L'année dernière, 20% des PME ont subi une cyberattaque. C'est une maison presque coupée du monde, isolée par la montée des eaux de la M, près de Calais. Poutine utilise désormais aussi l'arme alimentaire dans sa guerre contre l'Ukraine, décision qui va aggraver encore la crise alimentaire mondiale. Climat, cyberattaque, géopolitique, santé. Ces risques font aujourd'hui partie de notre quotidien. Nous ne vivons plus dans le même monde qu'avant. Alors comment les prévenir? Comment en limiter les effets? Et surtout, qui nous protège? Des solutions existent pour s'adapter. Partout, des femmes et des hommes se mobilisent. Le dérèglement climatique est l'un des défis les plus importants pour nos collectivités. Alerte, forte pluie et vent violent. Nous avons voulu savoir comment elles s'y préparent et comment elles anticipent les risques d'inondation ou de catastrophes naturelles. Quelques consignes à respecter. Évitez tout déplacement. Pour cela, nous avons eu la chance d'assister à une simulation grandeur nature d'un cas fictif d'inondation et de prévention dans la ville de Saint-Quentin-Fallavier. Et vous allez voir, tout le monde est mis à contribution. Mais avant de s'immerger dans ce cas concret, comment définir le changement climatique ? Le changement climatique, on peut parler en fait de bouleversement des règles du jeu physique autour de nous sous l'action de notre activité. Et comme on a commencé à bouleverser ces constantes, elles commencent à essayer de retrouver un nouvel équilibre. Mais en trouvant cet nouvel équilibre, forcément, elles nous bouleversent nous en même temps. La cause majeure, c'est les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et du coup, l'effet en termes de réchauffement climatique que ce phénomène crée. Mardi matin, le maire de Saint-Quentin-Fallavier, Mathieu Gaget, réunit toutes ses équipes. Alors on va faire le point s'il vous plaît. Pour commencer l'exercice de simulation de crise. Tout le monde est avec moi? Donc alors, on est en alerte rouge depuis à peu près une vingtaine de minutes. Les premières remontées de terrain qui nous arrivent, c'est qu'on a des premières inondations rue des Châtaigniers, rue des Acacias et rue des Ormes. Donc là, on a mis en place le PCS, poste de commandement ici à la salle du conseil. Donc ça va être notre base de vie pour les prochaines heures. On vous affiche la main courante en direct. Comme ça, vous pourrez suivre toutes les informations qui arrivent. Ça va être hyper important qu'on communique tous ensemble. Dès qu'on a une info qui nécessite d'être connue, on le fait savoir, on le note dans la main courante, on cartographie et on agit en conséquence. OK ? Alex, 9h21, j'envoie la PM faire des messages d'alerte sonore sur place avec le mégaphone. La vigilance rouge est le plus haut niveau d'alerte en France. La priorité du maire, assurer la sécurité de ses 6000 habitants. Et pour ça, chaque minute compte. Aujourd'hui, c'est à lui de coordonner les opérations. Et il y a peu de place à l'improvisation. Donc gendarmerie, ils sont sur place dans 10 minutes pour bloquer les routes et interdire l'accès à la zone. Toutes les procédures sont consignées dans ces classeurs. On les appelle les plans communaux de sauvegarde. Ils sont propres à chaque ville. Depuis 2024, 21 000 communes doivent en être dotées. Ces plans communaux sont importants car ils contribuent à la prévention des risques et à la politique de gestion des crises associées. Tout est répertorié risque par risque et chaque poste a son classeur avec ses procédures, son organisation, son fonctionnement, tous les contacts nécessaires. Et on a les moyens, tu vois, les véhicules disponibles, les plans des bâtiments. Ça, c'est mon poste à moi.
mon poste de direction. Voilà, et après, chaque poste a ses propres classeurs. La main courante a son classeur avec ses procédures propres et ses documents. Le cellule soutien, la cellule terrain, chacun a ses documents. 3 bénévoles vont arriver au centre d'accueil d'ici à 45. Ils sont une trentaine d'élus et d'agents répartis en cellules de crise, avec chacune une mission bien définie. Comme par exemple, s'assurer de la prise en charge des sinistrés. On est inondé chez nous et on est évacué ici. Il y a 33 personnes à s'occuper, si vous pouvez les rassurer, jouer avec les enfants. Vous êtes la maison de cette femme ? Oui. Ces observateurs en gilet vert s'assurent du bon déroulement des opérations. Car ce matin, si l'événement climatique est fictif, les premières difficultés, elles, sont bien réelles. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas de remplir cette fiche Parce qu'effectivement, ça fait encore de l'écriture et peu de temps passé avec les personnes au final. Mais là, dans l'état, ça passe direct. Cellule soutien. À travers, c'est clair. Les 98 personnes recensées en tant que personnes vulnérables ont été contactées par les 3 bénévoles de la Croix-Rouge. RAS. La matinée est organisée minute par minute depuis ce petit bureau. Voilà, je vous appelle par rapport à ce qui se passe là. Il y a des vents extrêmement violents, il y a un peu de grêle. Ce scénario est planifié par Anthony Vega de l'Institut des risques majeurs, l'IRMA. Route inondée, coupure de courant ou habitants évacués, rien n'est laissé au hasard. C'est l'un des aspects de la prévention des aléas climatiques en France. L'objectif, ça va être de mettre à mal ou vraiment de tester la commune pour qu'ils mettent en place leur plan communal de sauvegarde et de voir un petit peu les failles, les axes d'amélioration. Donc vraiment de les tester au maximum, de les mettre un peu en pression pendant ce laps de temps de 3 heures et de voir comment ils s'en sortent, comment ils s'organisent et si justement il y a des défauts, des améliorations à voir à la fin des 3 heures. Il y aura bien 15 minutes. Ces exercices parfois théoriques ou très pratiques comme ce matin sont obligatoires en France. Obligatoire, mais surtout indispensable pour Mathieu Gagé. C'est super important, on cumule à Saint-Quentin-Fallavier tous les risques possibles ou presque. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va avoir des risques majeurs, c'est quand. Donc, vu qu'on sait que ça va arriver un jour, on essaye de s'y préparer de la meilleure des manières. On fait régulièrement des exercices, pas forcément toujours de cette ampleur-là, là c'est une vraie chance de le faire, et pour être prêt le jour où ça va arriver et avoir des réflexes de fonctionnement entre nous. Et puis voir tous les petits points d'amélioration, on n'arrête pas d'en noter depuis ce matin, donc on va pouvoir améliorer tout ça, c'est de l'amélioration continue, mais on est vraiment là-dedans. Selon les experts que nous avons rencontrés, ce genre d'exercice est une solution qui permet de mieux anticiper les catastrophes naturelles, comme les inondations, qui sont devenues habituelles et de plus en plus fréquentes à travers le monde. Il faut imaginer la Terre comme la peau humaine, c'est-à-dire quelque chose qui doit être capable d'absorber l'eau. Or, on a recouvert la Terre, on l'empêche de respirer, et en empêchant l'eau de rentrer dans la Terre, eh bien, en fait, on a rompu ce fameux cycle de l'eau, et quand il tombe de l'eau sur un sol sec, elle ne peut plus non plus l'absorber, etc. Donc le cercle vicieux, en fait, s'enchaîne. Ce qui est très important, c'est de préparer les esprits, de préparer les personnes, mais bien en amont de la catastrophe, parce que ce sont des événements qui sont terribles à vivre, extrêmement stressants, donc on ne sait pas quelle réaction on pourrait vraiment avoir dans ces épisodes de stress intense. Par contre-coup, le risque climatique impacte même les politiques et la politique. Et c'est dans ce sens que l'on voit de plus en plus, au niveau européen, au niveau mondial et par ricochet au niveau français, des politiques de plus en plus colorées par le risque climatique et donc qui interviennent à la fois sur la prévention du réchauffement et sur l'adaptation à ce réchauffement. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Est-ce que vos décisions vont dans le sens d'une sauvegarde de la planète? J'ai 3 gosses, dont un qui a 7 ans. Et je vous avouerai qu'au fur et à mesure que je les ai faits, je me suis posé quelle terre j'allais leur laisser. On a vu des images du ministre de la Transition écologique au début d'année avec le Premier ministre qui se rendait dans le Nord Pas-de-Calais après ces incidents et ces inondations. Est-ce qu'on vous sollicite qu'à ces moments-là ou il y a des plans d'action tout au long de l'année?
on y est sollicité de manière régulière, en effet, pour les différentes politiques publiques. Autre chose, c'est est-ce qu'on est écouté ? Est-ce que nos propositions qu'on met sur la table, est-ce qu'elles sont suffisamment prises en compte ? Là, on pensait s'être relevé, on a racheté du matériel, on devait redémarrer hier, et en fait, aujourd'hui, on arrive, et tout ce qu'on a racheté, tout est anéanti une nouvelle fois. Pour être capable d'apporter des réponses dans une temporalité qui est la vôtre. Vous, votre temporalité, c'est pas la temporalité administrative. Alors, les catastrophes naturelles sont toujours des moments très difficiles pour tout le monde parce que tout d'un coup, beaucoup de gens sont touchés, tout est détruit et c'est toujours un moment très très difficile. Dans ce moment-là, il est important d'aider très vite. Le plus important, c'est même avant. Quand on voit que quelque chose arrive, on envoie toujours systématiquement des SMS à nos clients pour qu'ils puissent déjà pratiquer la prévention. Par exemple, baisser les stores ou mettre leur voiture dans le garage. Et ça, c'est très efficace. Comment est-ce qu'on s'adapte pour vivre avec le changement climatique? C'est possible. Et comment est-ce qu'on s'adapte, effectivement, pour perdre le moins de choses possible? Pour les inondations, on sait typiquement que éduquer et former les populations qui sont à risque est déjà un facteur immense. On a la chance en France d'avoir un régime de couverture de ces événements naturels qui s'appelle donc le régime des catastrophes naturelles. Alors, mes collègues de la direction du Trésor à Bercy le qualifient d'un trésor national. Je crois qu'ils ont raison. Quand j'explique que jusqu'à présent, moyennant une cotisation d'environ 25 € par an, nous étions tous couverts contre les conséquences de ces événements climatiques. Je peux vous dire que le monde entier nous envie ce régime. Le régime catastrophe naturelle est la démonstration que même dans un monde à 3 ou à 4 degrés, on peut assurer les particuliers, les professionnels et les entreprises. Mais il faut accepter d'injecter une dose de solidarité dans un marché initialement complètement libéral. Retour à Saint-Quentin-Fallavier lors de notre simulation. À l'issue de l'exercice, tout est analysé et chacun fait son retour d'expérience. Donc, ce qui est attendu, c'est vraiment un retour global, votre ressenti. S'il y avait eu 115 personnes, clairement, c'était la cata. Ah oui. Enfin, nous, on était débordés par ce qu'il y avait à faire. Et pour accueillir, soutenir, réconforter, c'était impossible. Enfin, c'était une blague. L'objectif, être prêt le jour J et les jours d'après, car les enjeux sont multiples. Les enjeux financiers, assurantiels sont des vraies complications aujourd'hui. On voit de plus en plus de catastrophes qui se produisent de partout, avec des arrêtés préfectoraux qui viennent reconnaître ces catastrophes, parfois avec des délais qui sont un petit peu plus longs que ce qu'on espérait. Et derrière s'enclenche toute une vie juridique, une vie assurantielle, une vie judiciaire aussi parfois. Ces catastrophes, c'est un temps très court, et s'ensuit après des années parfois de procédure. C'est pas toujours facile. En tant que collectivité, c'est dur aujourd'hui pour s'assurer face à ce risque-là. Ça l'est d'autant plus pour les particuliers qui sont un petit peu moins armés face à ces situations. Il faut mettre plus en avant la prévention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je prends des ouragans aux États-Unis, vous avez l'ouragan Katrina et l'ouragan Irma, différence à peu près 15 ans, exactement la même trajectoire. Et quand je vous pose la question, le développement des coûts entre les deux ouragans, le deuxième ouragan est moins cher que le premier. Pourquoi? Parce qu'après le premier, les États, les entreprises, les particuliers ont pris des mesures de prévention pour être mieux protégés la prochaine fois. Milton a touché terre cette nuit. 1 million de personnes a été évacué en Floride. Et ce qui l'a rendu encore plus dangereux, c'est qu'il était accompagné de tornades imprévisibles et dévastatrices. I stayed in my home last night because I wasn't in an evacuation zone. It was scary at times, but I know a lot of people suffered a lot of damage, but I think it could have been a lot worse. But we were already struggling before this hurricane, so we'll continue to rebuild. Aujourd'hui, on est très focalisé sur le paiement du sinistre. Demain, on doit être aussi beaucoup plus fortement positionné sur comment on peut aider nos clients, mais aussi la société, à réduire le risque et à mieux appliquer la prévention. La prise de conscience est là. Les personnes ont vraiment percuté, compris. Néanmoins, en termes de passage à l'action, c'est là où il y a un vrai delta.
c'est effectivement une réponse collective qu'on attend aujourd'hui. On attend une mobilisation des entreprises qui ont des plans de continuité d'activité, par exemple, mais elles n'ont pas toutes pris en compte ce risque climatique qui peut aussi perturber leur activité. On peut voir aussi en fait, des pays qui prennent le problème à bras-le-corps. L'Indonésie, typiquement, est en train de reconstruire une nouvelle capitale, de déplacer Jakarta vers une nouvelle ville qui s'appellera Nusantara et dont le but en fait, est de la protéger des montées des eaux. Jakarta et ses 10 millions d'habitants sont en sursis. Située sous le niveau de la mer, la capitale indonésienne est en train de couler. Construite sur un sol instable, la mégalopole s'enfonce chaque année d'une dizaine de centimètres en moyenne. Il y a toute cette question des villes qui ont été bâties dans des endroits qui ne seront peut-être plus durables. Et est-ce qu'on peut imaginer une ville qui deviendra une espèce de ville Far West, une ville désert ? A priori non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se dire qu'on peut juste se déplacer en abandonnant ce qu'on a construit. On ne peut pas simplement laisser des zones comme ça abandonnées pour que la nature reprenne le contrôle. Il faut assumer aussi les constructions d'autrefois, mais aussi mieux construire, mieux mettre à jour nos villes existantes, parce que le monde entier ne va pas pouvoir se déplacer en même temps ailleurs. On se trouve dans un moment où les crises arrivent l'une après l'autre, où ils arrivent même en même temps, et il y a des liaisons ou des interdépendances entre les crises. Il faut essayer de comprendre quelles sont les interdépendances pour mieux gérer. Et c'est ça qui crée cette complexité dans cette nouvelle ère de polycrise. Ce sont des cibles de choix pour les pirates du numérique, les hôpitaux. Plus d'imagerie médicale ni d'accès au logiciel d'admission des patients depuis 48 heures au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes au sud-est de Paris. Le système informatique est totalement paralysé suite à une cyberattaque. Une rançon de 10 millions de dollars est réclamée. La prise en charge des patients est très longue. Les infos ne circulent pas du tout. Du tout. Tout se fait à la main et c'est très compliqué. Ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il y aurait peut-être une radio déprogrammée, donc qui serait repoussée plus longtemps, et ça fait déjà un mois que j'attends cette radio. Donc... Les risques de cyberattaque représentent aujourd'hui une menace majeure pour plusieurs pays dans le monde. Nouveau risque à appréhender, comment lutter contre et anticiper son arrivée dans nos sociétés ? Mais d'abord, comment définir le risque de cyberattaque ? C'est un risque en fait qui peut porter atteinte à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité des systèmes d'information, des données des entreprises. Le risque cyber, il peut toucher une entreprise, il peut toucher un État et il peut vous toucher individuellement. C'est pour ça qu'il est très inquiétant pour les individus et qu'il porte aussi sur des notions qui sont fondamentales, des notions d'identité ou des notions de vulnérabilité par rapport à la santé. Comparé à d'autres risques, comme les catastrophes naturelles, comme ci, comme ça, c'est un risque où on a véritablement en face de nous un attaquant qui est intelligent, qui est malveillant, qui peut être persistant. Et donc, c'est vraiment un risque où en face de soi, il faut constamment être à la page parce que les attaquants évoluent. Des croix rouges qui s'affichent sur les écrans des ordinateurs. C'est le signe que le serveur de la mairie est paralysé. Les agents municipaux n'ont plus accès aux multiples données concernant le fonctionnement interne et externe de cette commune de 8000 habitants. La municipalité a été la cible d'une cyberattaque le 31 janvier. Elle a reçu ce type de message qui revendique le mode opératoire, une sorte de braquage numérique pour lequel les pirates demandent une rançon. Aujourd'hui, pour moi, la pandémie digitale est le cyber. Parce que c'est ce qu'on a vu il y a quelques années. On a vu beaucoup d'attaques systémiques, beaucoup de fois par des acteurs étatiques. Aujourd'hui, le cyber a changé de nature et est devenu presque une industrie. Une industrie dans le sens qu'il y a beaucoup des attaques ransom qui sont lancées. Et c'est ça qui perturbe aujourd'hui les entreprises ou les hôpitaux. Mais quand vous posez la question, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus personnellement, c'est la santé qui arrive en numéro 1. Et là, vous avez un sentiment de vulnérabilité important. Vous avez cette idée que c'est votre bien le plus précieux, c'est un peu un truisme. Mais du coup, si vous avez un risque cyber qui s'attaque à un établissement de santé, ça fait écho au sentiment de vulnérabilité générale, à l'idée qu'on peut vous toucher, vous, personnellement, et puis à l'idée qu'on s'attaque à des gens qui sont déjà fragilisés puisqu'ils sont dans un établissement de santé. Donc le registre émotionnel sur les attaques cyber, notamment sur des établissements de santé, il est évidemment extrêmement important. Nous sommes en août 2022.
l'hôpital de Corbeil-Essonnes subit une attaque majeure de ses données. Éléonore Jouvet est l'une des premières expertes sur place. Bonjour. Écran noir, services isolés les uns des autres, robots à l'arrêt, les premières heures sont cruciales. Son rôle, aider les équipes médicales à maintenir la continuité des soins. Sans cette chaîne-là, on ne peut pas faire toutes les analyses sanguines versus hématologie. Quand il y a une cyberattaque, ça paralyse complètement tous les services de l'hôpital. En fait, on est dans une course contre la montre face à une menace qui, en plus, est évolutive et intelligente. Par exemple, au niveau des urgences, quand vous arrivez, on va vous enregistrer numériquement en créant votre dossier patient informatisé, le DPI. Et là, en l'occurrence, si vous n'avez plus d'informatique, ce n'est plus possible. Donc déjà, cette toute première activité, elle est complètement paralysée. Pareil au niveau des analyses de sang, par exemple, ou des robots de pharmacie qui permettent de distribuer les médicaments très rapidement, ça se retrouve complètement paralysé puisque plus rien ne fonctionne. C'est depuis la pharmacie que partent les médicaments pour les 1200 lits du CHU de Corbeil-Essonnes. Et vous allez pouvoir le délivrer au service, n'est-ce pas? Sans communication informatique, 3000 personnels soignants ont dû s'adapter. Les infirmiers faisaient les demandes via des systèmes papier qu'on avait mis en place et donc des procédures dégradées avec une simple liste de médicaments qu'elles demandaient sur une feuille de papier, alors que d'habitude tout est informatisé. Et les stockeurs rotatifs que vous voyez derrière moi ne peuvent plus tourner et donc il faut les faire tourner à la main puisqu'il n'y a plus de système de transmission de l'information. Tout est digital, on a parlé de transformation digitale, tout est informatisé derrière tout ça et que du coup tout peut s'arrêter, tout peut être attaqué et ça je pense qu'effectivement ça commence à rentrer dans la tête des dirigeants sans problème. On peut se protéger et s'adapter à ce monde nouveau et plus dangereux, au moins partiellement. Après, la difficulté pour les individus, c'est que dans leur vie concrète et de tous les jours, quel que soit leur niveau de conscience, j'ai envie de dire, du risque, par exemple, cyber, si vous voulez y faire face, il faut malgré tout prendre énormément de précautions. Et les Français, par exemple, eux-mêmes nous disent à plus de 75% qu'ils ne lisent pas toujours tout ce qu'il faudrait lire avant d'aller sur un site. Ils sont conscients du risque qu'ils prennent en faisant cela. Et malgré tout, ils le font, parce que dans la vie quotidienne et concrète, on ne peut pas toujours prendre toutes les précautions nécessaires. Ce jour-là, à Corbeil-Essonnes, des milliers de données personnelles sont volées, faute de paiement de la rançon. Dans le monde, le coût total de la cybercriminalité a dépassé les 8 000 milliards de dollars en 2023, une hausse de 15% sur un an. La motivation principale, effectivement, ça reste l'argent. Après, on voit aussi de plus en plus deux autres types d'attaques, des attaques de ce qu'on appelle pour obtenir des capacités d'attaque. C'est-à-dire que je vais attaquer une première entreprise dans le but derrière de pouvoir toucher tout son écosystème qui est interconnecté avec elle. À côté de ça, on a aussi des attaques qui vont plutôt avoir pour objectif l'espionnage, espionnage industriel ou déstabilisation étatique. Et c'est particulièrement vrai en ce moment avec le contexte actuel. Après cet incident, ils ont cherché à mieux se protéger. Accompagné par des experts et des agences publiques, l'hôpital a pu relancer rapidement son service d'information, mais surtout, il a pu apprendre de cette cyberattaque. On a tiré quand même pas mal d'enseignements de cette crise. D'abord, on a fait des rétex. Ensuite, on a fait d'autres exercices de cybercrise qui nous ont permis de continuer à voir quels étaient les défauts de la cuirasse, qu'on pouvait améliorer, etc. Donc nous, on a grandement amélioré l'organisation justement de la cellule de crise, la réactivité et la réaction dans les premières heures, ce qui était utile, ce qui ne l'était pas, etc. On dit toujours que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Mais c'est mieux quand c'est incarné par quelqu'un. Parce qu'effectivement, ce quelqu'un, il peut définir une politique sécurité. Et ça, devient indispensable. Ce matin, le directeur de l'hôpital et son responsable du système d'information travaillent justement au prochain exercice de simulation. Parce qu'en fait, vous avez changé tous les cœurs de réseau, ça c'est fait. Tous les cœurs, on a sécurisé tous les cœurs de réseau. Donc ça a pris presque 14 mois de changer tous ces cœurs de réseau. Face à ces piratages qui se multiplient,
il faut selon eux changer d'échelle en matière de cyberdéfense. Si on ne bloque pas l'attaque dans la première heure, c'est tout l'hôpital qui peut en pâtir. Surtout, qu'est-ce qu'un hôpital cyber ? Et on voit bien que les attaques, elles viennent de l'extérieur. Donc ce qui manque, c'est sans doute peut-être une politique commune que je ne connais pas, et une meilleure coopération aussi entre les pays, au moins d'Europe, sur ces sujets. On a beaucoup parlé d'une défense commune, on a beaucoup parlé d'un marché économique commun, on parle beaucoup de circuits de communication ferroviaire communs, mais est-ce qu'on parle de cybersécurité en commun à l'échelle de l'Europe ? Je ne sais pas. Les 2 Jeux Olympiques. Cette réponse internationale se construit progressivement. Merci beaucoup. L'Europe comme la France ont ainsi étoffé leur défense ces dernières années. De son côté, l'hôpital de Corbeil-Essonnes a investi 5 millions d'euros dans un nouveau système informatique. Mais pour Gilles Calme, la balle est aussi dans le camp des assureurs. Je vous donne un exemple. Votre appareil de radiothérapie tombe en panne pendant 6 mois. Vous perdez de l'exploitation. Ça, c'est un risque que les assureurs prennent. Et maintenant, ils sont en train de construire une offre, il faut le faire, sur le risque cyber dans les hôpitaux. Voilà. Mais ils sont en train d'y travailler, c'est pas encore tout à fait au point. Et il faut que ça soit fait. Ah oui, oui. Parce qu'il faudra que je m'assure, il faudra qu'on s'assure. Tous ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est comme à la maison pour l'assurance incendie. Il vaut mieux. Est-ce que vous constatez déjà aujourd'hui les centres hospitaliers, mais ça peut être d'autres institutions, commencent à s'assurer en masse là-dessus ? Certainement, et on le voit beaucoup plus aujourd'hui aux États-Unis qu'en Europe, mais l'Europe est en train de monter aussi en termes de demande. Et pourquoi on le voit plus aux États-Unis qu'en Europe ? Comment vous l'expliquez ? Ils sont en avance là-dessus ? Non, je pense que le risque était beaucoup plus présent plus tôt qu'en Europe. Mais en Europe, ça commence aussi à monter fortement. Vous croyez qu'il y a une interdépendance entre le cyber-risque et les autres risques ? Il doit effectivement y avoir des liens, et notamment aujourd'hui une liaison assez forte qu'on observe, c'est l'intrication du risque cyber et de la géopolitique. Et si un risque en entraîne toujours un autre, les cyberattaques peuvent être une composante du risque géopolitique. 76, alerte, alerte, alerte. Faites couplage. Faites couplage. Alors comment définir le risque géopolitique ? Et pour la définir peut-être très succinctement et trop simplement, c'est les risques qui découlent des relations entre pays. Et c'est des risques qui, pour certains d'entre eux, à mon sens, revêtent un caractère systémique. C'est-à-dire que le risque géopolitique peut faire bifurquer ce qu'on appelle la mondialisation dans un sens ou dans un autre. Le risque géopolitique montre 2 choses. Un, il y a beaucoup de dérives du risque géopolitique. Et deuxièmement, le risque géopolitique impacte beaucoup les entreprises, qui fait que le dialogue et la collaboration publique-privée devient encore plus nécessaire. Parce que dans une phase assez tranquille, c'était plutôt les entreprises qui ont fait la musique en ce qui concerne le développement. Aujourd'hui, les États sont revenus sur l'écran et il faut beaucoup plus travailler avec eux. Pour en parler, nous avons rencontré le capitaine de vaisseau Jérôme Henry, commandant de la frégate multimission de défense Alsace. Ses grandes missions et celles de la marine française consistent à protéger les intérêts des citoyens français et des flottes commerciales. Ils doivent aussi prévenir les crises et intervenir en fonction des besoins de l'État. Alors l'Alsace, c'est une frégate multimission de défense aérienne. Donc c'est une frégate capable d'agir dans tous les domaines de la marine, c'est-à-dire contre des menaces aériennes, contre des menaces de surface d'autres navires et contre également des menaces sous-marines. Un bateau de la Marine nationale, c'est un système d'armes, c'est-à-dire qu'une FREMM, ça vous permet à la fois de faire de la lutte anti-surface, de la lutte anti-sous-marine et de la protection anti-aérienne, et que c'est armé par un équipage de 156 personnes, hommes et femmes, il y a à peu près 20% de femmes, moyenne d'âge 28 ans, et que quand vous vous embarquez sur ce système d'armes, vous dites que le métier de marin est un métier très difficile, mais qu'on a vraiment des marins exceptionnels en France.
Des tirs pour neutraliser les missiles et drones-outils en mer Rouge. La marine française mène cette opération depuis décembre 2023. Au large du Yémen, cette frégate française accompagne des navires marchands pour les protéger des attaques des rebelles Houthis, une organisation politico-militaire. Typiquement, on est dans une zone dans laquelle des insurgés yéménites dans un pays qui est en crise, qui est en guerre civile depuis des années, prennent aujourd'hui en otage le trafic maritime en n'hésitant pas à utiliser jusqu'à des armes de guerre contre des navires de commerce ou des navires de guerre. Et donc dans ce cadre-là, la mission de l'Alsace a été de protéger le trafic commercial, de protéger les navires qui en faisaient la demande pour défendre les intérêts de la France, nos intérêts commerciaux et nos intérêts économiques. Dès que ça prend, on tire. Reçu. Attendez, pas encore. On tire. Engage. Très concrètement, si vous me prenez le cas de la mer Rouge, aujourd'hui, comment ça se passe ? Eh bien, des navires de commerce qui souhaitent être protégés prennent contact avec la marine via un centre qui s'appelle le MICA Center, qui est à Brest, dans lequel ils expriment leurs besoins. Et nous, en fonction de nos disponibilités, on va les accompagner. Donc on se met à côté des bateaux et on est prêt à intercepter avec nos armements soit des drones, soit des missiles, puisque les intérêts français sont liés à ceux de l'Union européenne, notamment d'un point de vue économique. Donc ce qui protège l'économie de l'Europe protège également l'économie de la France. Mais s'il y a dans ces eaux des combats entre les différentes armées et groupes armés, il existe aussi le phénomène de piraterie. Couplage tourelle. À la différence des conflits entre États, la piraterie est considérée comme un acte de violence commis à des fins privées, avec la particularité d'utiliser la force pour l'accomplissement de cet acte. La piraterie est souvent le résultat de plusieurs crises qui se cumulent. Le phénomène a fait la une des journaux pendant plusieurs années. Des pirates prenaient d'assaut des navires marchands, des voiliers, voire parfois des super pétroliers. Ils enlevaient l'équipage et les échangeaient contre des rançons. Aujourd'hui, le nombre d'attaques a beaucoup baissé, mais les Européens déploient toujours 2 navires au large de la Somalie. Si on parle de la piraterie qu'on a eue dans le golfe d'Aden et puis au large de la Somalie, l'origine de la crise au départ, elle est quand même une surpêche non contrôlée par des pays, et notamment la Chine, au large des côtes somaliennes, qui font que les pêcheurs n'ont plus rien à pêcher. Et donc, dans un premier temps, ils vont se diriger vers une action de garde-côte qui se transforme vers une action de piraterie. Et donc, on est bien sur les difficultés qu'on a de contrôler la pêche au niveau international, qui finit par entraîner d'autres crises. Et effectivement, des crises génèrent d'autres crises. Ça, c'est malheureusement le quotidien. Je pense que ce qui est important quand on est un acteur économique, c'est de l'intégrer à la réflexion. Alors c'est une chose de plus en plus souvent faite. Désormais, les conseils d'administration ou les conseils exécutifs, pour un grand nombre d'entre eux, se sont saisis de cette thématique du risque géopolitique. La question ensuite est de savoir quels sont les outils, comment on forme des dirigeants à la prise en compte de ce risque géopolitique, qui est plutôt une nouvelle chose parce qu'on est sorti d'une vision, je dirais, niaise de la mondialisation, qui consistait à ne voir que l'intensification des échanges économiques et financiers et à ne pas vouloir voir la rivalité de puissance. À ces combats en mer se sont ajoutés les combats sur terre, qui se sont développés ces dernières années, accentuant encore plus le risque géopolitique. Vous-même, le premier risque géopolitique que vous avez en tête quand on vous en parle, c'est lequel, par exemple ? Celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est évidemment la guerre d'Ukraine, parce que la principale conséquence de la guerre d'Ukraine, qui a commencé non pas en février 2022, mais en 2014 par l'annexion de la Crimée, c'est le fait que l'Europe a perdu son principal avantage comparatif à l'échelle globale, qui était sa stabilité stratégique. Et que, à mon sens, pour au moins une génération, cette stabilité stratégique est perdue, et que donc ça va avoir des conséquences très importantes en termes de dépenses militaires. Et puis ça a déjà des conséquences géoéconomiques, je dirais, qu'on a pu apprécier et qui ont pénalisé les Européens, comme la rupture de la relation énergétique et gazière avec la Russie, qui a eu des effets en termes d'inflation. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a été un véritable affrontement militaire, mais aussi technologique. Vladimir Vladimirovich, здравствуйте. Comme ici où le président russe, Vladimir Poutine, se retrouve face à son double virtuel généré par l'intelligence artificielle. Nous avons demandé à l'OTAN l'impact que peut avoir ce genre de pratique dans des relations géopolitiques.
la communication stratégique cette année, ont montré, lors du tout début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, comment est-ce que chaque étape militaire de conquête d'un territoire était accompagnée de la création de centaines de faux comptes ukrainiens locaux censés accueillir à bras ouverts les nouveaux occupants russes. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit comment est-ce que la planification militaire inclut d'emblée la dimension informationnelle pour la faciliter. On voit les attaquants qui utilisent l'IA, mais aujourd'hui, la vraie opportunité, elle est côté défensif. Et on voit des logiciels, des sociétés qui utilisent le pouvoir de l'IA pour traiter un grand nombre d'informations, pour détecter les fraudes, pour détecter les attaques, pour détecter les comportements qui sortent de l'ordinaire et qui représentent un danger. Mais alors, comment limiter ce risque géopolitique et faire face à toutes les tensions qui nous entourent? Pour le commandant Jérôme Henry, l'enjeu est d'anticiper. L'intérêt de l'intelligence artificielle pour nous, ça va être d'être capable de comprendre plus vite ce qui se passe dans une zone maritime pour être capable de nous donner une longueur d'avance sur l'adversaire, le trouver plus vite, l'identifier plus vite. Nous, notre principal défi aujourd'hui, c'est de regarder ce que font les autres marines dans le monde. Et la question va être de rester au niveau qu'on a actuellement, qui est dans les marines les mieux armées du moment, en tout cas les plus capables et les plus expérimentées. On se doit d'être en pointe, de rester en pointe là-dessus pour être capable de défendre les intérêts de la France. Comment se protéger, selon vous, contre le risque géopolitique? Dans un moment où, je dirais, la société du risque, pour reprendre la formule d'Ulrich Beck, est de plus en plus présente. C'est-à-dire que tout le monde aussi en particulier pour les économies développées, a intégré le risque et cherche à le minimiser. Et je pense que les assureurs, par leur effet de marque et puis ensuite par les produits qu'ils proposent, jouent un rôle tout à fait décisif dans la confiance qui peut exister entre acteurs économiques ou entre acteurs économiques et autorités publiques. On doit vivre maintenant dans une période de bouleversement, dans une période de transformation vers un autre État qui va malheureusement entamer plus de risques géopolitiques. Mais je pense qu'on parle toujours sur le négatif de tous ces risques. Il y a aussi le positif là-dedans. Les bouleversements, si c'est géopolitique ou autre, nous forcent à réfléchir à autre chose et à réinventer et recréer le monde. Et j'aimerais pas qu'on oublie aussi l'upside qui est dans ces risques. Jamais la période n'a été aussi incertaine. Les risques évoluent et ils sont de plus en plus interconnectés aujourd'hui. C'était mieux avant, je trouve que c'est une phrase qui n'a aucun intérêt toute seule. On est plus nostalgique qu'avant parce que avant, quand il n'y avait pas forcément de téléphone, de photos ou quoi, on oubliait ce qui se passait avant. C'était mieux avant? Vous posez une très très bonne question. Pour 60 à 70% de la population française, c'était mieux avant. Il y a cette idée, cette nostalgie d'un monde plus simple, d'un monde qui aurait été mieux avant, qui est une idée totalement fausse, évidemment. On vivait moins bien hier qu'aujourd'hui, mais c'est le rapport à la modernité et le rapport à la complexité induit aussi cette idée que c'était mieux avant. Il y a un truc, moi, qui me frappe beaucoup. Quand vous demandez maintenant à quelqu'un comment ça va, la réponse est « c'est compliqué ». Ils vous disent pas c'est difficile. Et cette différence sémantique, moi je crois qu'elle est très révélatrice. Quand quelque chose est difficile, c'est que vous avez identifié la menace. Quand c'est compliqué, ça renvoie à la complexité. Et moi mon idée, c'est que les gens ont totalement intériorisé cette idée de la complexité du monde et de la complexité des solutions à mettre en place. Et quand vous êtes face à un système complexe, eh bien, vous n'arrivez pas à savoir par quel bout il faut le prendre. Climatique, géopolitique, cyber-risque. Voilà les principales préoccupations qui remontent en 2024 dans le monde. Jamais le sentiment de vulnérabilité n'a été aussi fort. Alors comment rassurer? La solution passe aussi par notre capacité à répondre ensemble à ces nouveaux défis. Est-ce que vous avez confiance en notre capacité de résilience? Beaucoup. Je suis confiante sur notre capacité de le faire, mais il va falloir qu'on accélère. Il va falloir donner un gros coup de boost à notre capacité de coordination, parce qu'en fait, c'est un peu une course contre le temps qu'on a en fait nous-mêmes ébranlés. En fait. Tous les acteurs devront être impliqués. Les entreprises, les collectivités territoriales, évidemment, au niveau européen, au niveau de notre gouvernement. Comme on a encore une très grande marge de progrès sur la prévention, sur l'adaptation,
ça veut dire qu'en fait, on est capable d'imaginer des réponses. Donc oui, je crois à notre résilience. Je ne crois absolument pas à notre capacité de résilience par rapport aux dépendances que nous avons aujourd'hui. On vit en fait sur un fil d'équilibriste. Dans toutes les crises que j'ai vues, j'ai toujours été surpris par la capacité des organisations petites comme grandes à s'organiser et à réagir. Aujourd'hui, on fait chaque année le Future Risk Report, où là, on voit quels sont les plus grands risques du monde. Ça change un peu chaque année, mais les risques sont à peu près les mêmes. Mais c'est ce qui me frappe toujours dans ce rapport. Les gens sont moins prêts à prendre plus de risques. Et deux, ils ont plus confiance dans les institutions publiques de les aider dans la gestion des risques. Alors ça, c'est pas une bonne condition de base pour créer plus de résilience. Pour moi, si on veut faire et créer plus de résilience, il faut que chacun et chacune d'entre nous s'engage pour sa propre prévention. Et c'est ça que j'appelle la résilience. Chacun a sa définition de la résilience. Dans les prochaines années, il sera important de transformer les risques en opportunités pour réussir à s'adapter à notre monde.